Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Alors ma complice Stéphanie Péné, exceptionnellement pas à mes côtés, mais Géraldine Roland, directeur du centre d'affaires de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en Isère, viendra répondre tout à l'heure à la question de l'internaute, une question qui concerne le comité social et économique dans les entreprises. Dans cette émission estivale, nous parlerons spécialité du terroir et surtout des marques locales. Les consommateurs sont friands de proximité, ils plébiscitent les recettes d'antan et les produits qui sentent bon la tradition. À Grenoble, le crétin des Alpes, pas si crétin que ça, s'est positionné sur ce créneau. C'est aussi le cas en Matésine de la marque Christian Boud. Et puis notre focus nous conduira dans le Nord-Isère. Le groupe familial Berthelet s'est spécialisé dans les transports, avec notamment des bus, et dans les voyages, avec des agences. C'est la troisième génération qui est au volant de l'entreprise. Elle compte plus de 370 salariés et entend bien négocier stratégiquement le virage des nouvelles mobilités. Aurélien Berthelet, le directeur général, sera avec nous. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Un petit outil magique pour les musiciens 2.0. La start-up de Grenoble, Enencia, vient de mettre au point une bague connectée qui permet de produire des effets musicaux grâce au mouvement d'une main jouant d'un instrument. Une bague véritable bijou de technologie qui mêle capteurs de mouvement et algorithmes scientifiques. Découverte. Ce n'est pas une alliance, mais une bague qui interprète le mouvement de la main pour créer des effets sonores. Depuis 2016, ce bijou connecté appelé Neova repousse les limites de la musique en permettant de compléter un instrument. À l'origine, Neova, c'est un projet de fin d'études. Aujourd'hui, c'est l'objet de la start-up Enencia. Cette bague permet donc d'ajouter des dimensions de contrôle pour les musiciens. Donc il y a 5 mouvements spécifiques. Donc on a le vibrato, donc c'est une simple oscillation de la main, comme on le fait sur une guitare. Donc ça permet d'osciller, d'ajouter un vibrato sur un piano. On peut également contrôler la hauteur de note via une rotation de la main et également moduler le son via une inclinaison de haut en bas de la main. 100% fabriquée en France, Neova est une bague destinée aux professionnels de la musique. La bague intègre des capteurs de mouvement qui permettent en fait d'enregistrer tous les mouvements que le musicien réalise. Et nous, en fait, notre travail derrière, c'est d'interpréter, de récupérer ce qui est intéressant au niveau de ces gestes et pouvoir les interpréter au niveau sonore via différents types d'effets. 11 concours, 13 prix, 250 000 € récoltés pour fabriquer leur prototype, notamment avec une campagne de financement participatif. En 2 ans, Enencia a connu un développement fulgurant. De partir aux États-Unis, on a participé à CES. On a reçu d'ailleurs un CES Innovation Award. Durant le salon, on a eu la chance de rencontrer Monsieur Stevie Wonder, qui a essayé la bague, qui a apprécié et à qui on a envoyé des prototypes et avec qui on échange encore aujourd'hui. D'autres musiciens ont également essayé la bague et certains se proclament même Enencia artistes. Neova, la bague musicale connectée, elle devrait être disponible l'an prochain pour le grand public, en mars 2019, pour un prix de 180 à 200 €. Neova, sélectionné par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Ce sera en début mars de l'an prochain, à l'occasion du forum du même nom.
Faire travailler les entreprises du coin, voilà bien l'une des premières motivations dans un acte d'achat. Le Made in France joue sur une corde sensible du consommateur, mais il est déjà dépassé par le Made in local qui valorise les productions du terroir. 9 Français sur 10 se disent prêts à payer plus cher pour acheter des produits s'ils sont fabriqués dans leur région. Et pour les reconnaître, eh bien, ils peuvent compter sur les marques locales qui sont en plein boom ces dernières années. On en parle avec deux invités. Martine Jaunet de Motte Viande qui vend les produits Christian Boud à Lamure. Bonjour. Bonjour. Et Yann Dascoli, le Crétin des Alpes à Grenoble. Bonjour. Bonjour Christophe. Le Crétin des Alpes, c'est la marque. Je ne veux pas qu'on devienne ennemis en commençant cette émission. Merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Martine Jaunet, donc Motte Viande, c'est le nom de l'entreprise. Christian Boud, c'est votre marque. Du nom d'ailleurs du boucher charcutier auquel vous avez racheté l'entreprise. Racheté l'entreprise. En fait, Christian Boud était charcutier dans son petit village de montagne en Matésine. Et puis, donc Christian Boud existe, la charcuterie, depuis une trentaine d'années. C'est vraiment une charcuterie de terroir. Et puis, face à la réalité, il y a 25-30 ans, il fallait changer de cap. Donc, l'idée a été de partir sur la GMS, puisque c'était là que se trouvaient les clients, plutôt donc que les de grandes disparaître. surfaces, Les grandes surfaces, plutôt que de disparaître. Et un nouveau cap a été lancé il y a à peu près donc une petite vingtaine d'années, justement avec les GMS. Et nous avons racheté l'entreprise il y a 13 ans maintenant. Voilà, en 2005, avec votre mari Laurent, vous avez repris cette entreprise. Il y avait 8 salariés à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, combien? 16 salariés. Et par contre, nous avons conservé la première idée de départ qui était de mettre en valeur le patrimoine gastronomique local. En Sud-Isère, nous sommes très riches à ce niveau-là. Et donc, c'est la tourte, les mûressons, les caillettes, plein de bonnes choses. Alors, montrez-nous, parce que vous êtes venu avec beaucoup de produits. Alors, je crois qu'au catalogue, il y a quoi? Une quarantaine de produits? Une quarantaine de produits. En fait, l'idée, c'est de travailler les recettes de terroir, comme on l'a dit, et puis en même temps, d'en créer de nouvelles, mais toujours avec cette connotation locale, en utilisant les spécialités locales comme le bleu du Vercors, la noix de Grenoble et tout ça. Donc là, vous avez la tourte. Alors la tourte Matésine, classique. Il faut la goûter, celle-ci. On a aussi le mûrçon. On en rediscutera tout à l'heure, puisqu'il est de plus en plus mis en avant. Les rissoles, les caillettes. Donc soit c'est des produits qui étaient toujours dans l'actualité de notre culture, soit c'est des produits qui étaient en phase d'oubli, comme les mâtes fins, les saucissons de Coine et tout ça. Et donc, les mâtes fins? Les mâtes fins, ouais, c'était le plat du pauvre autrefois. C'était une galette entre la crêpe et l'omelette. On y mettait un petit peu ce qu'on trouvait dans le jardin. Et donc, on a remis ça au goût du jour. Et ça fait plaisir aux gens de retrouver des plats qu'ils retrouvaient quand ils étaient enfants. Quand tu vois la lueur dans les yeux, ça me rappelle ma grand-mère et tout, ça fait toujours plaisir. Donc une vraie identité terroir avec la remise au goût du jour de recettes d'antan et puis des nouveaux produits qui sont créés. Vous faites quoi? Deux nouveaux produits par an en moyenne? 2 nouveaux produits par an, toujours avec l'idée d'avoir une image locale et d'utiliser aussi un maximum de produits, de nous approvisionner un maximum sur la région. Alors on va revenir sur les matières premières, sur les nouveautés, les nouveaux produits, par exemple une tourte au bleu du Vercors. Par exemple, ça n'existait pas, c'est vous qui l'avez inventé. Oui, exactement. Après, on a la quiche au bleu du Vercors, on a la pâte de loup, puisqu'on a le loup qui est vraiment très fréquent dans nos alpages. Plein de saucissons au bleu du Vercors ou aux noix de Grenoble, plein de choses comme ça. Et alors, vous le disiez, cette identité locale, elle s'assoit sur des recettes d'antan et puis aussi sur des matières premières locales. Tout est produit à proximité. Tout est produit sur nos matières premières. La majorité des produits, au moins 60%, c'est une utilisation de ce qui vient de l'Isère, au moins, sinon de la région Rhône-Alpes. Alors la viande, c'est essentiellement du porc? C'est essentiellement du porc, donc c'est à peu près 60% entièrement Rhône-Alpes et à peu près 40% sur l'Isère. La farine, les œufs, le lait, à chaque fois, c'est la Matésine et le Trièvre. Voilà, le lait qui vient même d'une ferme qui est juste à côté de votre usine, de votre
Atelier plus Atelier, cuisine, ouais, puisque ouais. vous avez quoi, 800 mètres carrés d'atelier? 800 mètres carrés, nous sommes une quinzaine de personnes, donc avec de charcutiers, de pâtissiers, de vrais pâtissiers. Et puis ensuite, après, c'est les gens pour fabriquer, pour faire les caillettes, pour faire tout ça. C'est une belle structure. C'est vraiment une entreprise familiale. Nous y travaillons, mon mari et moi. Et ça colle bien avec ce que nous avons voulu faire de cette entreprise, c'est-à-dire travailler le patrimoine, travailler les richesses de la région et les remettre au goût du jour. Voilà, objectif, préserver le goût de l'authentique. En fait, c'était ce qu'on voulait faire depuis plus de 10 ans et en fait, ça correspond à ce que recherchent les gens de plus en plus maintenant. Donc, il y a vraiment une adéquation entre ce que nous avions envie de faire, le sens que nous avions envie de donner à notre travail et puis ce que réclament les consommateurs actuellement, qu'ils soient sur les marchés ou qu'ils soient aussi en grande surface. Alors, on reviendra sur les filières de distribution et sur les attentes du consommateur dans un instant. Avant cela, Yann Dascoli, présentation de ce fameux Crétin des Alpes. Alors, c'est une aventure qui est plus récente, qui a 1 an, qui a été lancée mi-2017 avec Laurent Gras, votre ami du restaurant Le Père Gras. L'objectif, là, c'est d'avoir un territoire Dauphiné-Savoie. Même plus large. L'objectif du Crétin des Alpes, finalement, son territoire de jeu, ce sont les Alpes. Donc les Alpes, géographiquement, ça va du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Et aujourd'hui, d'essayer, avec le Crétin des Alpes, d'avoir un positionnement carrément alpin, peut-être moins segmenté, ne pas mettre les Savoyards contre les Isérois, contre les Hauts-Alpins, mais de se dire que ce que l'on entend, c'est que dès qu'on présente le Crétin des Alpes ou les produits du Crétin des Alpes, quel que soit le coin des Alpes, en France tout du moins, on nous dit « Ah, mais c'est de chez nous ça ». Oui, il faut dire que vous êtes basé sur une expression qui est bien connue, effectivement, sur tout l'arc alpin. Oui, qui est bien connue sur tout l'arc alpin et qui était en plus disponible. Oui, c'est audacieux quand même d'avoir appelé une marque le Crétin des Alpes. Oui, c'est un peu de l'anti-marketing. Bon, ce qui est basé sur l'humour. Sur l'humour, oui, effectivement. C'est un peu le contre-pied. Finalement, le Crétin des Alpes, nous, on se rend compte que le public, les clients, parce que finalement, ce sont eux qui décident si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, se l'approprient, revendiquent même leur appartenance au Crétin des Alpes. On nous a poussé à faire des t-shirts, à faire des tabliers avec le logo Crétin des Alpes qui aujourd'hui se vendent dans la France entière. Alors ça, c'est les produits dérivés. 1 an à peine après le lancement de la marque. Bon, le produit au départ, c'était des biscuits. Alors on est rentré, oui, le produit de départ, de lancement, sur cette blague, parce que c'est parti d'une blague, le Crétin des Alpes, entre Laurent Gras et moi, c'était de faire des petits biscuits sympathiques avec des marquants très locaux. Et donc Laurent a tout de suite opté pour des biscuits pur beurre, sans colorant, sans conservateur. On reste bien évidemment sur cette optique-là. Tous nos produits sont sans colorant et sans conservateur. Authenticité, qualité, c'est le point commun entre tous les produits. Ouais, authenticité, qualité et puis valeur alpine. Donc on est parti des petits biscuits et très très vite notre objectif a été de créer une gamme complète d'épicerie avec des produits liquides, des produits solides, des produits salés, des produits sucrés qui se déclinent et en 1 année, puisque maintenant ça fait 1 année, on a une 20aine de références, confiture artisanale, pur jus de fruits bio, chips artisanales, biscuits toujours, et puis notre gamme de bières artisanales blondes, blanches et rousses qu'on a appelée la gamme d'alpage, avec une tonalité alpine. Voilà, alors à chaque fois, effectivement, cette identité très alpine, puisque les soupes, par exemple, c'est panais reblochon ou potimarron bleu du Vercors, donc on voit qu'il y a vraiment une appropriation de tous les produits locaux. Alors, ce n'est pas des produits que vous faites, que vous fabriquez, vous travaillez avec un réseau de producteurs. Alors en fait, oui, les recettes sont élaborées par Laurent Gras et moi, puisque je travaille avec lui. Derrière, on a sourcé des producteurs, des artisans qui sont situés dans les Hautes-Alpes, qui sont situés en Isère, qui sont situés en Savoie et en Haute-Savoie. Et chacun ensuite contribue en fabriquant les produits. Le confiturier fabrique les confitures, le brasseur a fabriqué les recettes spécialement pour nous. Mais en fait, ce sont des artisans de la région Rhône-Alpes qui fabriquent les produits pour nous. Alors, le créneau, c'est bien les produits régionaux, plutôt haut de gamme. Oui, alors ce que j'aime pas dans haut de gamme, c'est qu'il y a toujours cette idée de cher. Nous, aujourd'hui, ce que l'on souhaite avec le Crétin des Alpes, c'est que nos produits puissent être le plus accessibles possible et diffusés le plus largement possible.
Après, on ne maîtrise pas forcément les prix de vente. Nous, la chose sur laquelle on essaie de jouer, c'est les prix d'achat pour que derrière, ce soit le moins cher possible. En revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on est très attentif à la qualité des ingrédients qui sont dans nos produits. Et on a à peu près la même difficulté que Martine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 100% des produits qui sont d'origine alpine ou rhône-alpine. En revanche, on en a une très grande majorité. Alors vous évoquiez la diffusion. Où est-ce qu'on trouve vos produits? Après un an d'existence, il a fallu trouver des distributeurs? En fait, c'est venu assez naturellement. Les distributeurs sont venus à nous. Aujourd'hui, au bout d'un an, en période forte d'hiver, on voisine entre 200 et 250 points de vente répartis entre la Savoie, la Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, un peu dans la Drôme. Et puis, depuis peu, on a 2 installations à Paris. On a un partenariat très fort avec les laiteries Gilbert qui se développe au niveau national. Et nos produits sont présents maintenant à Épernay, à Paris. Et puis, on a eu un premier partenariat test avec Avia, la société Avia, et puis Total aussi. Donc, ce qui fait qu'on nous retrouve sur certaines aires d'autoroute entre Manicourt, Reims, et puis on descend jusqu'à Sisteron, Nîmes, Manosque. Ça, c'est quand même assez étonnant d'aller trouver le crétin des Alpes à Reims. Oui, on trouve bien des produits bretons à Grenoble, on trouve bien des produits alsaciens à New York, pourquoi pas le crétin des Alpes à Reims. Parce que le client type, c'est qui? C'est le touriste qui veut découvrir ou qui veut ramener un souvenir? Le client type aujourd'hui, c'est la grande difficulté, c'est que nous, c'est tout le monde. Il y a 2 modes de consommation sur le crétin des Alpes. On a des produits qui sont des produits cadeaux. Les biscuits par exemple, les boîtes à biscuits, ce genre de choses-là, effectivement on est dans une notion de on va exporter nos produits, c'est-à-dire enfin l'Alpin va en Bretagne ou en Alsace, il ramène ça dans sa famille d'origine en disant mais il n'y a pas que toi qui a des produits du terroir, nous aussi on a notre... Et puis derrière on a des produits de consommation beaucoup plus courantes qui sont les soupes, les bières, les chips artisanales, ou la confiture, où là on est sur une consommation de tous les jours, autant par les Alpins, les autochtones, que par les gens qui maintenant les Parisiens, les gens d'Épernay. Alors les territoires ont bien compris que pour valoriser leur image, tout autant que leur économie, ils ont intérêt à asseoir de vraies marques locales. On gagne ainsi sur tous les tableaux en dopant des secteurs d'activité et en accroissant la notoriété du territoire. Le département de l'Isère vient d'ailleurs de lancer sa propre marque Easier. Après les AOP et les AOC, c'est au tour de la marque Easier de faire son entrée sur le marché. Easier, c'est ce petit logo, un gage de qualité et de proximité. La marque doit renforcer le lien entre producteurs et consommateurs isérois, entre le terroir et l'assiette. Les marques territoriales sont essentielles pour faire connaître le département, pour faire connaître les produits du département. Cette marque consiste simplement à apporter la garantie aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture iséroise, que c'est une agriculture de qualité, que les produits qui ont ce logo assurent la juste rémunération de l'agriculteur. Pâté, fromage, bière, ravioles, Easier, c'est aujourd'hui plus de 20 producteurs et 120 produits agréés. Les magasins, artisans ou industriels qui soutiennent la marque soutiennent l'agriculture locale. On travaille déjà depuis plus de 10 ans avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'était la continuité logique pour nous de soutenir aussi le département et le pôle agroalimentaire sur cette démarche. Nous espérons que les clients vont pouvoir s'identifier et acheter ces produits pour mieux manger tout simplement. Manger local, manger Easier, c'est suivre un cahier des charges strict. Pour les agriculteurs, l'évolution technologique facilite la gestion des cultures et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que notre production de blé tendre est travaillée localement par notre meunier et par des artisans boulangers locaux. Et ça nous fait également extrêmement plaisir que nos produits soient consommés localement. La marque représente aussi une validation des efforts effectués par les commerçants. C'est une reconnaissance et puis je pense que ça peut aider les consommateurs à identifier mes produits comme étant des produits locaux. C'est fabriqué en Isère, on a envie de montrer qu'il y a des bons produits dans notre région qui sont là. Et puis c'est aussi de nous faire connaître d'une autre façon que par les réseaux qu'on avait déjà. La marque Easier est encadrée par l'INAO, l'Institut national qui valide les signes d'identification de l'origine et de la qualité.
Martine Jaunet, vos produits affichent cette marque Easier. Oui, c'est en cours puisque c'est tout récent, donc on est en train de le mettre en place effectivement. Mais oui, c'est une fierté pour nous et c'est une synergie qui est en train de s'installer, qui est fabuleuse parce qu'on en avait besoin d'avoir cette reconnaissance en fait iséroise, parce que le patrimoine isérois, jusqu'à il y a peu de temps, on le connaissait peu en fait. Les voisins étaient beaucoup plus en avance que nous à ce sujet, donc on est en train de bien rattraper ce retard. Et la marque Isère, vraiment, ça va bien nous soutenir les uns les autres. C'est aussi, le département de l'Isère est quand même assez grand, il est tout en longueur, et entre le sud et le nord, on ne se connaît pas forcément au niveau des productions et tout. Donc cette marque Isère, ça va être justement un moyen fédérateur pour se retrouver, se reconnaître les uns les autres. Un outil de reconnaissance aussi, même entre vous. Aujourd'hui, 120 produits d'une vingtaine de producteurs isérois bénéficient de cette marque Easier. Je reviens à votre entreprise. Pourquoi avoir conservé cette marque Christian Boud ? Parce qu'en fait, quand on l'a reprise, cette entreprise, il y a 13 ans, Christian Boud était déjà un petit peu commercialisé sur le sud Isère, jusqu'un peu sur le Grenoblois, et déjà bien apprécié, reconnu. Et même si en termes de marketing, on aurait pu dire on va tout révolutionner, on va rénover, quand des clients te disent ah voilà, nous on connaît, on sait que c'est bon, on continue comme ça et on a axé nos efforts sur la qualité des produits, à continuer, à persévérer, plus qu'à faire à transformer le marketing. En plus, c'est une connotation très, très locale, oui, c'est... Précisément dans cette connotation locale, à votre avis, qu'est-ce qui séduit, qu'est-ce qui attire le consommateur ? C'est ce côté rassurant, en fait, parce que quand ils choisissent cette marque Boud, il y a un prix derrière, effectivement, mais par contre, ils savent que derrière, il y a des gens qui fabriquent, c'est dans le coin, on se sert nous-mêmes dans le coin, ils le savent de plus en plus, on communique énormément au niveau des grandes surfaces. Notre développement, nous, par rapport au Crétin des Alpes, qui va bien s'étendre, nous, on est quand même plus localisés, mais c'est volontaire de notre part, et c'est justement de renforcer cette qualité. On communique énormément dans les grandes surfaces en faisant des animations pour expliquer comment nous travaillons et tout. Donc ça, c'est dans nos gènes, dans notre fonctionnement. Et donc une meilleure valorisation des produits, des matières premières, de cette image du terroir, et aussi une meilleure rémunération, il faut être honnête. Oui, la rémunération est correcte, et c'est vrai que ce qu'on entend actuellement sur les grandes surfaces, il y a peut-être des choses qui sont vraies, mais en tout cas, nous, en tant que transformateurs, il y a une collaboration qui existe depuis de nombreuses années et qui est tout à fait constructive, qui est sérieuse, sur laquelle nous pouvons compter et nous développons régulièrement. Et ils sont eux-mêmes intéressés, je parle sur les grandes surfaces, mais je parle aussi par exemple sur les collectivités locales, puisqu'on parlait de la marque Isère, c'est le département, on travaille aussi avec les collectivités locales. Et les uns comme les autres, ils sont demandeurs de produits de qualité. Et aussi, par exemple, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, c'est le fait que nous soyons passés complètement naturels. C'était un choix, par exemple, sur les produits crus, c'est quelque chose de difficile. Sur un saucisson ou des saucisses, c'est difficile de conserver toujours cette belle couleur, cette qualité aussi au niveau en termes d'hygiène et tout. Et donc, avec ces produits naturels, nous sommes en train d'avancer dans ce sens, et c'est toujours positif pour les consommateurs. Et derrière votre entreprise et tout ce qu'on dit sur votre entreprise, il y a évidemment tous vos fournisseurs, et notamment les agriculteurs qui évidemment voient leurs produits ainsi valorisés. Le Crétin des Alpes, incarné par ce petit bonhomme qu'on voit sur les emballages, un bonhomme un peu bougon, un peu limité, mais très sympathique. Et finalement, c'est ce personnage-là derrière lequel vous avez choisi, Yann Dascoli, de construire votre marque. Oui, le Crétin des Alpes, forcément, avait un logo qui incarnait. Il fallait un petit personnage. Alors, bougon, oui. Limité, non. Moi, je trouve qu'on prend un peu le contre-pied avec le Crétin des Alpes. On a ce petit gars-là qui est finalement très attachant. Et on le voit, il y a un gros affect autour de la marque. Nous, la marque est très importante parce qu'elle permet, elle incarne directement les produits. C'est-à-dire que quand on dit Crétin des Alpes, même s'il y a le côté crétin
qu'on peut nous reprocher, on a le côté Alpes et toutes les valeurs alpines et toutes les images qui vont derrière les Alpes. C'est la bannière d'un territoire finalement. Eh bien, c'est la bannière d'un territoire, ça pourrait devenir la bannière des territoires. En tout cas, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent leur appartenance aux Crétins des Alpes, qui nous envoient des photos avec des produits, à côté des produits dans des lieux improbables, qui commentent les produits, les posts. On a un affect autour de la marque du Crétin des Alpes qui est assez remarquable. Donc avec un peu d'humour, on est fier d'être un Crétin des Alpes. Mais c'est carrément ça, on est fier d'être un Crétin des Alpes parce qu'on prend le contre-pied de ce que le capitaine Haddock mettait derrière Crétin des Alpes. Même question pour Martine. À votre avis, qu'est-ce qui séduit le consommateur dans vos produits? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est un peu les deux? Alors, il y a des écoles de marketing qui disent que c'est le produit qui fait la marque, d'autres vous diront que c'est la marque qui fait le produit. Nous, aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la marque a une vraie puissance et un véritable impact, c'est-à-dire que je me serais appelé les saveurs des Alpes, même si j'ai rien contre les saveurs des Alpes, j'aurais été moins percutant peut-être que le Crétin des Alpes. En revanche, on n'a pas le droit de se tromper, c'est-à-dire que nos produits derrière, en s'appelant le Crétin des Alpes, doivent être de bonne qualité et de bonne facture parce que le consommateur, lui, ne doit pas être pris pour un crétin. Bon, je lisais dans une interview de Laurent Gras qu'il voulait faire du Crétin des Alpes un peu le nougat de Montélimar, mais des Alpes. Oui, c'était à l'époque où il manquait d'ambition. Aujourd'hui, quand on en discute avec Laurent... Je rappelle le nom de sa marque, le Crétin des Alpes. Ouais, c'est ça. Et non, c'était le point de départ où on se mettait à rêver et on avait le droit d'être un peu ambitieux. En fait, ce qu'on se disait depuis le début avec Laurent, et ça fait le lien avec la démarche qui est faite par les collectivités, alors que ce soit le département de l'Isère, que ce soit les Pays de Savoie, que ce soit les Hautes-Alpes ou n'importe quel autre. Nous, aujourd'hui, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a une place à prendre pour les Alpes, au même titre que la Bretagne, ou que les produits de Breton, que les produits d'Alsace ou les produits du Pays Basque. Si nous pouvons faire partie modestement de cette démarche-là, aux côtés des collectivités, aux côtés de tous les acteurs, et si à un moment l'étendard devient le Crétin des Alpes, écoutez, on aura prouvé encore une autre chose, c'est qu'on a un peu le sens de l'autodérision, et ça, ce sont les Anglais et les Québécois qui nous l'ont dit la première fois en disant « Ah, enfin des Français qui ont un peu d'autodérision ». Bon, Martine Jaunet et Yann Dascoli, merci d'avoir été avec nous. Merci, et de porter du coup les bannières de notre région à travers vos produits. Allez, dans un instant, une entreprise très attachée à son territoire, elle aussi, elle a été créée il y a 72 ans, à Crémieux dans le Nord-Isère. Le groupe Berthollet veut réinventer son métier d'autocariste voyagiste en développant le concept de la mobilité durable, un défi autant qu'un enjeu quand on sait qu'il transporte 9 millions de personnes par an. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble, exceptionnellement sans ma complice Stéphanie P. Mais Géraldine Roland, directeur du centre d'affaires en Isère de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Christophe. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Dans un instant, découverte du groupe Berthollet dans le Nord-Isère. Ces autocars transportent 30 000 personnes chaque jour. Dans un secteur où la concurrence est féroce, il faut sans cesse réinventer le métier. La mobilité durable passera par de nouvelles sources d'énergie, peut-être aussi par des véhicules sans chauffeur, on voit ça dans un instant. Avant cette découverte, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez poser vos questions à notre expert. Géraldine, cette semaine, c'est Agathe qui va avoir des précisions sur le comité social et économique dans les entreprises. Alors, je vais répondre à la question d'Agathe. Donc, le comité social et économique remplace les instances représentatives du personnel que connaissent actuellement les entreprises. C'est en fait la fusion du comité d'entreprise, du CHSCT, c'est le comité hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et des représentations du personnel, du délégué du personnel. C'est l'ordonnance Macron du 22 septembre dernier qui impose la mise en place du CSE dans toutes les entreprises qui emploient plus de 11 salariés. Le CSE devrait être mis en place au 1er janvier 2020 au plus tard. Pour les plus petites PME qui ont moins de 11 salariés, c'est une option qui est facultative mais qui peut néanmoins être discutée entre l'employeur et les représentants du personnel. Et les élections ont lieu tous les 4 ans. Quelles sont les missions du CSE ? Alors, les missions du CSE, il a pour mission d'assurer une expression collective des salariés qui permettent la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution de l'entreprise, que ce soit dans sa forme juridique, dans sa gestion économique et financière. Quels sont les changements qui ont été induits par la mise en place de ces CSE ?
Alors, évidemment, quelques changements. Il y a des règles de fonctionnement qui ont été revues et modifiées, avec un nombre d'élus qui a été revu à la baisse, comme le nombre d'heures de délégation. Il y a un nombre de mandats successifs qui est également plafonné. On ne peut pas avoir plus de 3 mandats successifs dorénavant. Mais il y a également des attributions qui ont été modifiées, c'est-à-dire que certains thèmes qui relevaient de consultations ponctuelles sont désormais du ressort permanent du CSE. Par exemple, toute modification de l'organisation juridique doit être regardée également par le CSE. Et à l'inverse, le CSE ne sera plus consulté dans certaines conditions, par exemple en cas de prise de participation. Voilà donc pour ce CSE, donc dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés, si j'ai bien compris, ce comité social et économique. Merci beaucoup Géraldine. Si comme Agathe, vous voulez vous aussi des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier ou sur un placement, n'hésitez pas à écrire à notre expert, classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Un septuagénaire pleinement tourné vers l'avenir. Le groupe Berthollet à Crémieux, dans le Nord-Isère, existe depuis 1946. Son activité historique d'autocariste n'a jamais cessé d'évoluer, développant notamment une offre voyage dans une dizaine d'agences à son nom, mais innovant aussi en matière de mobilité durable. Ça roule donc pour Berthollet. Et pour faire la route, nous sommes avec Aurélien Berthollet, le directeur général du groupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est votre grand-père qui a créé l'entreprise. Votre papa l'a reprise ensuite, et maintenant vous la pilotez avec votre frère. Exactement, c'est ça. C'est une entreprise qui est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où des besoins de transport importants se sont exprimés à ce moment-là. Et je dirais que mon grand-père, à travers son état d'esprit et sa culture du service, a démarré par un véhicule pour transporter des gens qui avaient besoin de trouver aussi des produits de première nécessité. Et ils avaient besoin de se rendre à Genève pour aller chercher du café, du tabac, des produits alimentaires. Et je dirais que le groupe Berthollet en fait, a continué à se construire avec cet ADN, de cette culture de service. Et c'est ce qu'on peut retrouver en fait, de génération en génération, qui sont les fondamentaux en fait, de notre entreprise, dont on essaye humblement d'être les garants et de préserver ces valeurs qui nous sont extrêmement chères et avec lesquelles on fonctionne au quotidien et qu'on partage et qu'on anime avec nos collaborateurs et nos collaboratrices. Alors, 350 collaborateurs et collaboratrices, donc ça fait un peu de monde. On verra un reportage sur l'histoire de l'entreprise. Avant cela, il y a une double activité, je le disais, les autocars, le transport, et puis les voyages, Berthollet Voyages. Oui, donc le transport, on a parlé de la date de création. La partie agence de voyage a été créée en 83, donc par mon père, donc la seconde génération des Berthollet. Voilà, c'est une activité on a accéléré le développement sur les dernières années. Jusqu'à maintenant, c'était pas forcément le domaine d'activité stratégique principal. Je dirais que sur les dernières années, mon père s'est consacré quand même sur un développement important sur notre activité de transport public, avec le département de l'Isère, puisqu'on parle beaucoup de territoire depuis tout à l'heure, à juste titre. Nous, on est ancrés dans notre territoire et c'est aussi des ancrages qui sont importants, qui nous construisent, qui construisent notre caractère, le caractère de l'entreprise, et donc toutes les valeurs qui y sont aussi attachées. Et cette activité, en tout cas de voyage, c'est ce que je vous disais, sur ces dernières années, on a accéléré le développement. Alors, des fois un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre, ou certains qui nous posent des questions en disant « Mais attendez, il y a Internet, vous faites quoi? Vous êtes en train de développer des agences physiques ?» Alors vous, il y a une dizaine d'agences quand même. Oui, il y a une dizaine d'agences maintenant. Et il y a une ambition qui est un peu plus forte. Alors c'est vrai que les implantations sont essentiellement sur le Nord-Isère et l'Est lyonnais, l'agglomération lyonnaise. L'objectif, c'est d'en ouvrir encore 5 ou 6 dans les 2-3 ans qui viennent. Exactement. Et donc, on n'est pas des fous furieux, on n'est pas des crétins des Alpes. On est simplement des entrepreneurs qui évaluons des risques, qui ressentons aussi des choses dans le marché. Et nous, ce qu'on ressent, en fait, à travers aussi, bien sûr, les échanges que je peux avoir avec les responsables d'agence, avec nos conseillers voyage, c'est qu'il y a des changements de comportement dans les consommations, et notamment avec nos clients, qui reviennent vers des agences physiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement déjà besoin d'un lien humain. Ouais. Déjà d'un lien humain. Parce qu'on est en train de se déshumaniser dans on voit qu'il va se passer des choses, on va parler de certains sujets
après qui amène aussi d'autres questions sociales au sein de notre entreprise. Et je parle des navettes autonomes, mais on reviendra dessus après. On est en train, effectivement, d'évoluer vers une société qui se déshumanise ou qui se robotise, enfin on trouve le mot qui convient. Et je pense que le pendant de ce phénomène, ça va être de pouvoir reconstruire des liens les plus humains possibles, où les gens vont avoir besoin de se retrouver. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, ils viennent, alors pas que pour parler, ils viennent pour chercher des conseils, de la sécurité. Bien évidemment, le voyage, c'est souvent un voyage dans l'année, qui est un moment vraiment particulier pour les gens qui ont travaillé toute l'année et qui souhaitent que ce moment soit juste un moment de rêve. Et donc, on est là pour les aider, pour pas qu'ils se trompent, avant, pendant et après leur voyage. Alors, le groupe Berthollet, on le disait, est né en 1946. Comment cet empire s'est construit? Reportage d'Olivier Escalon. Berthollet, c'est un peu les 50 nuances du métier d'autocariste. Située entre Crémieux et Genasse, à cheval sur l'Isère et le Rhône, l'entreprise familiale pilotée par Alain Jean, le père, et ses fils Aurélien et Séverin, a su de tout temps répondre aux nouveaux défis. Une histoire commencée avec le grand-père Robert Berthollet, il y a un peu plus de 70 ans. Alors, Robert Berthollet, 1946, qui a toujours rêvé toute sa vie de faire ce métier, parce qu'il l'a fait en tant que conducteur. Et puis, la vie faisant, il a trouvé cette entreprise à Crémieux qui était à vendre, où il y avait un seul autocar. Et il a développé cette entreprise au fil du temps. Moi, je l'ai reprise en 78, 79. Il y avait à peu près 35 véhicules. Aujourd'hui, il y en a 250. Mais ça n'a rien d'exceptionnel parce que les besoins n'ont fait que croître et embellir, même si chaque fois, ils étaient différents d'une période à une autre. Transport en commun après la guerre, d'entreprise dans les années 50, scolaire dans les années 60, le développement de l'autocariste accompagne l'évolution des besoins. Le transport public représente l'activité majeure avec 75% du chiffre d'affaires. Berthollet assure des lignes régulières pour le Citral, le syndicat des transports lyonnais, son plus gros client, avec près de 8 millions d'euros de contrats et 80 bus en circulation. La société gère également de la ligne régulière et du transport scolaire pour le conseil départemental de l'Isère, principalement dans le nord du département. Autre versant de l'entreprise, le tourisme, Alain Jean crée Berthollet Voyage en 1983, une branche qui pèse désormais 8,5 millions d'euros et compte 8 agences dans la région lyonnaise. D'autres activités complètent le tableau, tournées d'artistes, bus, restaurants et solutions logistiques pour de l'événementiel. La multiplication des savoir-faire permet à Berthollet d'offrir des prestations complètes à sa clientèle. L'idée était justement de pouvoir s'appuyer sur les différentes structures et filiales de notre groupe qui sont spécifiques par rapport à leur métier et en fait de réussir à aborder une offre de service qui prend tout le cheminement sur un événement d'entreprise, admettons qu'une entreprise souhaite faire sur Lyon, et de pouvoir justement acheminer l'ensemble des participants, gérer la prestation locale, jusqu'au moment où les participants repartent dans leur destination d'origine. En 2017, Berthollet relève son plus grand défi logistique sur un événement en acheminant 6000 personnes sur un congrès Groupama au Zénith de Clermont-Ferrand. Le groupe compte 350 salariés et représente un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. Aurélien Berthollet, on a bien compris les différentes activités du groupe. Vous le disiez, l'essentiel de cette activité autocariste se fait sur des appels d'offres, donc avec des collectivités locales. Hein. Oui, donc le chiffre d'affaires en fait est réparti à 75% sur des activités de transport public. Donc on l'a vu dans le reportage, notre client aujourd'hui principal est le Citral, donc le syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise, où on opère dans le réseau TCL. Ensuite, on opère également pour le département de l'Isère. Donc c'est un client historique pour nous. Puisque comme vous l'avez compris, notre berceau c'est Crémieux, c'est le Nord-Isère. On a commencé aussi à réaliser des services de ce type-là pour permettre aux gens en fait simplement d'aller travailler, et notamment à Bourgoin-Jallieu à l'époque. Vous parlez de travail, pardon, mais il y a aussi un marché qui va se développer, c'est les PDE, les fameux plans de déplacement d'entreprise. Oui, alors effectivement, il y a une réglementation en fait qui est apparue depuis le 1er janvier 2018, donc les entreprises de plus de 100 personnes qui sont concernées et qui ont, alors pour l'instant c'est pas très dur encore comme c'est pas encore très dur non plus comme législation, mais c'est simplement incitatif, on va dire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que
c'est qu'on comprenne qu'il y a une vraie prise de conscience en fait, sur ces sujets de déplacement, de mobilité, que ce soit sur des déplacements essentiellement d'ailleurs du quotidien, hein, que ce soit pour aller à l'école, pour aller travailler. Il y a des enjeux bien sûr derrière qui sont environnementaux, hein, ça c'est évident. Mais pour les entreprises, il y a également des enjeux économiques qui sont à la fois très importants et qui ont où les besoins, en tout cas, de création de mobilité sont essentiels pour attirer les nouveaux talents, fidéliser les salariés, éviter donc aussi du turnover, qui sont de nouveau des coûts de formation, des coûts d'intégration. Enfin, il y a des enjeux vraiment très importants. Vous évoquez les nouvelles mobilités. Alors, on a vu les activités classiques, mais dans un secteur en pleine évolution, hein, notamment évolution technologique. Et l'enjeu pour votre entreprise, c'est bien sûr de se réinventer en tant qu'opérateur de mobilité durable. L'innovation est un impératif. Reportage. Bus électriques, navettes autonomes, l'émergence des nouvelles technologies change la donne en matière de transport et pose la question de la manière dont nous nous déplacerons demain. Autocariste basé à Crémieux dans le Nord-Isère, la société Berthellet utilise ses 70 années d'expérience pour offrir aujourd'hui la solution la plus adaptée en fonction du besoin. Donc l'avenir pour Berthellet, c'est vraiment de construire un opérateur de mobilité et de services. Alors j'entends par là une offre de services beaucoup plus large pour répondre à des problématiques globales de mobilité de nos clients, institutionnels ou privés, avec des solutions globales. Des solutions globales qui explorent toute la diversité des moyens de transport, des bus et cars classiques aux véhicules autonomes, téléphériques et autres navettes fluviales. C'est le rôle du pôle développement et innovation que de gagner des marchés et d'accompagner ses clients via la conception de nouvelles offres de mobilité. Le service spécifique qu'on apporte, en plus d'être capable d'opérer ces différents modes de transport, c'est d'aider l'entreprise à bien analyser de quoi ses salariés ou ses clients ou ses partenaires vont avoir besoin également en termes d'information, de vente, de réservation, de conseils sur les bonnes solutions à utiliser. Pour faire simple, de même qu'une agence de voyage aide les gens à concevoir un voyage un peu extraordinaire sur mesure, nous, on apporte une vraie prestation d'agence de mobilité du quotidien où on apporte un service clé en main sur toute la chaîne du déplacement. Exemple emblématique du rôle d'opérateur de mobilité et de service de la société, la signature d'un contrat avec les aéroports de Lyon pour la mise en place de 7 navettes parking roulant au gaz naturel. À l'aéroport de Lyon, c'était pour cet appel d'offres 3 exigences. La première, ne pas faire exploser leur budget. La seconde, améliorer le parcours client. Et la troisième, c'était la partie environnementale, bien sûr, des bus qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc la réponse, c'est des bus GNV, avec des niveaux de pollution qui sont bien moindres, des niveaux de bruit également bien moindres, donc un confort sonore amélioré, en sachant que les moteurs ne s'arrêtent quasiment jamais. Donc c'était important, avec une pollution extrêmement réduite, notamment au niveau des particules, et puis qui nous a permis de rester dans un budget qui convenait à l'aéroport. Chaque année, la flotte transportera 2,5 millions de personnes et parcourra 80 000 km par véhicule. Et l'innovation continue puisque Berthellet met en service plusieurs lignes de bus électriques, notamment sur Saint-Bonnet-de-Mur dans l'est de Lyon, et expérimente des navettes autonomes Navia sur des sites d'entreprises. Alors on a bien vu l'innovation avec les nouvelles sources d'énergie, GNV, électricité, et puis alors ces navettes autonomes, on y croit, on est prêt, on va pouvoir mettre en place des bus sans chauffeur ? J'y crois pas du tout. Non, bien évidemment, oui, on y croit. Alors ça peut paraître encore peut-être des rêves pour certains. Nous, on est vraiment dans l'objectif de démontrer que ce sont des outils qui vont répondre à des nouveaux besoins de mobilité, essentiellement sur les premiers et derniers kilomètres. C'est vraiment ces logiques-là qu'on est en train de renforcer, en tout cas sur les solutions de mobilité, puisque c'est celles qui vont réussir à convaincre les automobilistes d'arrêter d'emprunter leur voiture. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit arriver aussi à améliorer les enjeux environnementaux aussi. Donc ça veut dire que ce bus sans chauffeur, aujourd'hui, vous le testez. Alors, il est déjà en place à Dunkerque, sur un site fermé, mais vous allez le tester cette année en site ouvert ? Oui, c'est ça. La première étape, parce que de l'innovation, en tout cas, de cette importance-là dans notre groupe, je pense que c'est vraiment la première fois qu'on est lié à cette
à cette rupture technologique. Enfin, on est vraiment en train d'imaginer des nouveaux systèmes de mobilité dans lesquels on parle de faire rouler des véhicules sans conducteur. Donc tout de suite, moi, c'est des sujets que en tout cas, chez Berthollet, on a voulu s'approprier pour les comprendre, pour anticiper, parce que qu'est-ce qui va se passer pour nos conducteurs. Et donc il faut, alors en sachant que je vous le rassure tout de suite, et puis je vais rassurer d'autres personnes aussi, les conducteurs, on va toujours en avoir besoin. Ça, c'est évident. Après, on est dans des transformations et des mutations aussi de métiers. Et ça, il faut s'y préparer le plus tôt possible, parce que ça va être aussi de l'accompagnement, de la formation, donc des coûts aussi à prévoir sur ces sujets-là. Et pour moi, une bonne gestion, c'est une bonne anticipation. Et ça, c'était un prérequis vraiment important avant de déployer quoi que ce soit. Après, je dirais qu'on a choisi, alors pas que la facilité, parce que c'est aussi la première fois qu'on sort de notre terrain de jeu sur ces activités de transport public. Et puis vous avez vu, le terrain de jeu qu'on a choisi, il est quand même bien éloigné de nos bases historiques. Donc ça aussi, c'était important pour une entreprise comme nous de pouvoir relever ce défi, de mettre une organisation en place qui permette de piloter ce type de service à distance, et également de pouvoir le déployer sur des sites privés. Parce que c'est sur ces sites-là que la réglementation aujourd'hui est la plus souple. Notre prochain défi, notre prochain enjeu et notre volonté, elle est de pouvoir déployer ces services sur des routes ouvertes. Alors, sous un format d'expérimentation, aujourd'hui c'est extrêmement contrôlé par l'État. Il y a une vraie volonté de l'État d'améliorer, de faciliter ces déploiements. Et au niveau de Berthollet, on travaille sur 2 projets qu'on va déployer d'ici la fin de l'année 2018. Donc je ne suis pas en train de parler de 2025, c'est vraiment fin d'année 2018 sur la métropole lyonnaise et chez un de nos clients. Eh bien, écoutez, on va suivre ça de très près, des bus sans conducteur, des bus autonomes. Ça n'est pas un gadget, ce n'est pas un doux rêve, c'est ce que vous nous disiez. À suivre donc avec ce groupe Berthollet qu'on a eu plaisir à vous faire découvrir aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélien Berthollet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Géraldine, classe affaires, à voir ou à revoir sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité, très bel été et à très vite pour un nouveau voyage en classe affaires dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.